Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Alors, parlons donc de mythes et complots. Oui, de mythes et complots. Oui, oui, OK. OK. Est-ce qu'on parle de Johnny Hallyday? Ah non, mais si Non, tu veux, mais je peux t'en parler. T'as acheté tes billets? Ah déjà, les billets sont achetés. Les billets ont été mis en vente il y a 2 jours. Et j'étais là immédiatement sur la file pour avoir mes billets. Et effectivement, 2 billets, zone dorée devant la scène. Ça va se tenir en juin 2012 au Stade de France à Paris. Je serai dans la foule à crier « Vas-y, Johnny! » Allez, Johnny! Allez, Johnny! Allez, Johnny! Vas-y, pousse ton fauteuil roulant! Vas-y, va chanter, Johnny! Ouais, on a ton c'est corset! Ben, je suis content pour toi. Merci. Il va avoir quel âge? 70 ans? 69 ans au moment de donner son concert. En fait, il le donne à la période anniversaire. Puis en fait, on est chanceux parce que l'an dernier, il a dû interrompre sa tournée de concerts parce qu'il était malade. Et là, il a décidé, ça devait être sa dernière série de concerts. J'y étais d'ailleurs au Stade de France en 2009. Et à cause de l'annulation de la tournée, il a décidé de reprendre 2012, la tournée au complet. Donc, j'y serai de nouveau. C'est qui le conseille, hein? Charles Aznavour. Oui, absolument. Vas-y, fais une tournée d'adieu. C'est super payant. Fais-en 4. Tu sais, puis là, il revient après la 4e. Le Georges Guettari du rock français. Georges Guettari. Boy. OK, parle-moi de ce monstre, pas Johnny. Oui, mais... effectivement, parce que la semaine dernière, on avait commencé à aborder cette nouvelle-là qui a été interrompue parce qu'on était dithyrambique sur le Chupacabra, le fameux suceur de chèvre. J'ai tellement eu de courriel là-dessus. Le Chupacabra. Ouais, le suceur de chèvre. Oui, j'ai un manteau en Chupacabra. Ah oui, c'est excellent. C'est là en désespoir. Et comme on avait commencé cette nouvelle, bon, je pense notamment à une auditrice, Roxy, qui a dit, écoute, on aurait aimé savoir la suite de l'histoire. Alors donc pour Roxy, on y va. Donc, on devrait faire un bout de Chupacabra à chaque semaine. Ah, c'est vrai, c'est tellement bon. On le suit, hein, le Twitter, on suit Chupacabra sur Twitter. Ouais. Donc voilà notre nouvelle. C'était donc le 21 février dernier. La presse britannique s'était fait un peu l'écho d'une apparition d'un monstre lacustre dans le lac Windermere, qui se trouve dans le nord-ouest de l'Angleterre. Un monstre quoi? Un monstre lacustre, un monstre de lac. Moi, je me demandais ce que ça voulait dire. Un monstre de lac. Un monstre de lac. Donc, OK, parfait. Donc, à ce moment-là, on avait, quelques jours plus tôt, il y avait 2 kayakistes qui se trouvaient sur le lac. Ils s'adonnaient donc à leur sport et soudain, ils ont entendu une sorte de bruit derrière eux. Ils se sont retournés. Il y avait une sorte de mouvement dans l'eau. Et là, à quelques dizaines de mètres d'eux, ils ont vu apparaître une série de bosses qui se déplaçaient assez rapidement. Et l'un d'entre eux avait un téléphone cellulaire avec lui. Donc, il a pris le téléphone cellulaire et a pris une photo de la masse mystérieuse qui se déplaçait dans l'eau. Alors, la presse... C'est quoi? Mais on le sait pas. On le sait pas. Donc, la presse britannique s'est fait un peu présenter cette image-là à la une. Il s'agit, en fait, on l'appelle le monstre du lac de Brockness, hein, parce que ça se trouve dans le Browness. C'est la ville où se trouvent les apparitions, en fait, où les apparitions se produisent le plus souvent. Donc, on l'appelle Brown Nessie, parce que, Nessie étant le nom du monstre du Loch Ness. D'ailleurs, il faut dire que, contrairement au monstre du Loch Ness, le monstre du lac Windermere est plutôt un monstre qui apparaît récent dans la littérature des monstres lacustres. Parce que les apparitions du monstre du Loch Ness, elles sont quand même connues depuis le 6e siècle. Donc, ça fait quand même un petit bout qu'on en parle du monstre du lac Ness. C'est une légende. Et tandis que le monstre du lac Windermere n'apparaît que depuis à peu près les années 50, donc c'est relativement récent. Ah ouais, okay. Mais tu sais que tu le mentionnes, tu me parles d'une légende, et c'est vrai que c'est intéressant d'aborder cette question-là sur l'aspect culturel. En ce sens que, lorsque l'on parle des monstres lacustres, beaucoup de gens s'imaginent immédiatement un monstre, un survivant de la préhistoire. Alors là, il faut éliminer cette possibilité-là, parce que les grands animaux de la préhistoire, les grands sauriens marins de la préhistoire, étaient des animaux qui respiraient de l'air. Ce qui veut donc dire que ces animaux, un peu comme des baleines ou les cachalots, devaient monter à la surface de l'eau pour respirer avant de replonger. Donc, c'est pas une observation ou 2 observations qu'on aurait par année, mais c'est des centaines d'observations qu'on aurait chaque semaine. Donc, s'il y a monstre dans ces lacs-là, il faut trouver une autre solution. Ou bien on est en présence d'une espèce marine inconnue, ou on est en présence d'une espèce marine connue, mais qu'on identifie mal. OK. Christian. Oui. On est capable de trouver des épaves dans l'océan. Oui. Hein? L'océan, c'est grand. Dans un lac,
Ouais. Il me semble que ça devrait être possible de trouver une bébite. Ouais, tu vois, mais c'est intéressant encore là, le point que tu soulèves, c'est qu'il faut d'abord s'y intéresser parce que lorsque l'on parle des monstres lacustres, je dirais le discours est souvent polarisé entre ceux qui disent c'est du folklore, il y a rien là-dedans, et ceux qui disent oui, il y a un monstre, puis il faut essayer de prouver qu'il y a un monstre. Mais tu sais, prenons simplement l'aspect du monstre du Loch Ness. Donc, au milieu des années 80, par exemple, il y a un biologiste local au Loch Ness, un type qui s'appelle Adrian Shine, qui a décidé de mener une opération. Il s'intéressait aux légendes du monstre du Loch Ness, mais il y a une approche très critique par rapport à ça. Alors, il a décidé de dire, bon, mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il a affrété une vingtaine de petites embarcations qui a muni d'équipements sonores. Il a placé ces embarcations de manière à couvrir toute la largeur du Loch Ness. Chaque embarcation, donc, était munie d'un équipement sonore qui envoyait un cône électromagnétique sous l'eau, et ce cône-là recoupait le cône du bateau voisin. Et ils ont ainsi remonté les 30 ou 40 kilomètres du Loch Ness. À 3 ou 4 reprises, cette opération, qu'on appelait opération Deep Scan, a enregistré des échos sonores non identifiés sous le Loch Ness. Adrian Shine ne parle pas d'un monstre. Pour Adrian Shine, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'on est en présence ici d'esturgeons de la Baltique qui passeraient par le canal calédonien pour aller fréter dans le Loch Ness. Or, comme la plupart des poissons dans le Loch Ness sont relativement petits, donc on parle de poissons qui ont à peu près la taille, disons ici, d'un gros brochet, alors tu t'imagines par exemple le pêcheur local qui se trouve dans sa barque et soudain il voit arriver au côté ou immerger à côté de son embarcation une sorte de dos crénelé qui fait 3 mètres de long. Ça ne peut être que le monstre. Mais en réalité, il pourrait s'agir d'esturgeons de la Baltique qui deviendraient donc une sorte de population étrangère dans les eaux du Loch Ness au moment du fret. Mais pourquoi Adrian Shine est arrivé avec une hypothèse intéressante, logique, critique? C'est parce que d'abord, il s'est intéressé au mythe. Il a mis des ressources. Il a mis des ressources et on est allé de l'avant avec ça. OK. Tu veux aller à l'autre nouvelle? Ben oui. Ou t'as fini celle-là? Je veux pas t'interrompre deux fois. Je veux pas me faire ramasser, là. On a complété. Ah, d'accord. Tu sais que cette semaine, ça a été une semaine particulièrement riche pour les extraterrestres. Du petit au plus grand. C'est vrai? Oui. De quelle façon? Du petit au plus grand. Donc, cette semaine, d'abord, en début de semaine, probablement que les gens, on a vu même un article dans un gros quotidien montréalais ici annoncer qu'on avait peut-être trouvé des traces de vie fossile extraterrestre à l'intérieur d'une météorite. En fait, cet article-là est paru dans un journal vendredi dernier, le Journal of Cosmology. Il s'agit d'un article signé par le docteur Richard Hoover, qui est un scientifique réputé de la NASA. Et Hoover explique qu'effectivement, en coupant des lamelles d'une météorite, il a trouvé ce qui lui semble être des restes fossiles ou des empreintes fossiles de ce qui aurait pu être une vie microscopique, une vie extraterrestre. Donc, évidemment, tout ça est intéressant parce que si cette nouvelle-là devait s'avérer réelle, ça relancerait l'idée ou le précepte de la panspermie. Je vois déjà. Je porte attention, là. Oui, des fois, je dis rien, mais j'écoute. Donc, la panspermie, d'ailleurs, c'est un peu la critique. Cette nouvelle-là, depuis le début de la semaine, fait l'objet, sur le web, elle fait l'objet d'énormément de critiques. Parce que le Journal of Cosmology est un journal qui est particulièrement orienté vers cette théorie de la panspermie. La panspermie voudrait que la vie sur la Terre ne soit pas apparue de façon spontanée dans la soupe originelle à quoi ressemblait la Terre, là, il y a des milliards d'années, mais aurait été apportée par une météorite venant de l'espace. Donc, cette météorite qui aurait eu des bactéries aurait tombé sur Terre il y a 10, 20 milliards d'années, et là, se retrouvant dans un environnement propice, elle aurait évolué et aurait donné finalement la vie sur la Terre. Donc, cette vie-là ne serait pas apparue spontanément comme certains le soutiennent, mais aurait été apportée de l'espace. C'est cette théorie qu'on appelle la théorie de la panspermie. C'est une théorie qui est excessivement controversée dans les milieux scientifiques, et le Journal of Cosmology est un journal qui se fait beaucoup le propagandiste de cette hypothèse de la panspermie. Il faut également dire que ce n'est pas la première fois qu'on a une nouvelle comme ça qui finalement pourrait se révéler un pétard mouillé. Je te rappelle, Benoît, et tu vas sûrement te rappeler de cette actualité, au milieu des années 1990, par exemple, la communauté scientifique, et même Bill Clinton avait pris part à cette discussion-là. On avait annoncé qu'on avait trouvé des traces de vie bactériologique à l'intérieur d'une météorite martienne qu'on avait retrouvée en Antarctique. Donc, il y a des milliards d'années, une météorite aurait frappé Mars, des blocs de Mars, des blocs rocheux de Mars auraient été expulsés dans l'espace. Ils auraient voyagé pendant des milliers d'années avant de retomber il y a à peu près 13 000 ans en Antarctique. Et c'est là que au début des années 80, des biologistes auraient retrouvé, des scientifiques auraient retrouvé cette pierre-là. On l'aurait ramenée à la NASA, on aurait fait des analyses. Et là, on avait découvert effectivement dans ces
partie poreuse de la pierre, on avait retrouvé ce qui semblait être des traces fossiles de sorte de verre ou d'une espèce de formation tubulaire. Et on avait immédiatement pensé à une forme de vie extraterrestre et on avait annoncé ça en grande pompe en disant ça nous prouve que la vie existe ailleurs dans l'univers parce que, quelle qu'elle soit, que ce soit des petits gris aux yeux bridés ou qu'une vie bactériologique, évidemment, l'idée d'une vie extraterrestre serait sans aucun doute l'une des nouvelles les plus importantes pour la communauté scientifique. Donc, on avait annoncé ça en grande pompe. Et puis, finalement, cette nouvelle-là est devenue un peu un pétard mouillé parce que d'autres scientifiques se sont penchés sur les mêmes analyses, en sont arrivés à la conclusion que ces fameuses formations tubulaires dans la météorite martienne n'étaient peut-être que dues à des cristaux d'eau qui s'étaient formés à un moment donné ou à un autre dans la création de cette météorite. Alors on se demande si cette nouvelle annonce faite cette semaine de la météorite qui contient des bactéries ou en tout cas des traces d'une bactérie extraterrestre pourrait être un pétard mouillé de la même sorte. OK, on s'arrête là-dessus. On est avec Christian Page et en passant, j'interdis la tempête demain. C'est hors de question qu'on se tape un autre 15-20 cm de neige. C'est inacceptable. C'est une ville ingouvernable, ingérable, et c'est pas vrai que Montréal va subir une autre tempête de neige à la mi-mars. C'est clair, c'est réglé, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Ça fait plus de nids de poule. Ouais, c'est ça. Je m'essaye, on verra bien si ça marche. On vient après la pause. Oh yeah! Vous écoutez Guy Trisac, l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Christian Page est avec nous pour cette chronique toujours ahurissante de mythes et de complots. Christian, il y a des dossiers publics et des dossiers manquants. Oui, effectivement, le gouvernement britannique, pour la 3e fois en quelques mois, on en a déjà parlé d'ailleurs à cette chronique, a rendu public la semaine dernière donc toute une série de documents sur les ovnis. Donc ça fait partie d'un programme. Donc le gouvernement britannique a décidé il y a quelques années de façon périodique de rendre public des dossiers parce qu'on en a des dizaines de milliers de dossiers sur les ovnis archivés au gouvernement britannique. Donc on déclassifie entre guillemets ces documents-là. Donc il faut les repasser à la loupe et censurer le nom des personnes, numéro de téléphone, donc toutes les informations personnelles. Donc c'est pourquoi que ça se fait un peu au compte-gouttes. Mais encore une fois, la semaine dernière, le gouvernement britannique a rendu public quelques 8500 pages de documents sur les ovnis. Et on découvre là-dedans qu'en 1978, par exemple, les observations d'ovnis ont augmenté en flèche sur le territoire britannique et que, les autorités étaient plutôt préoccupées par ça. Et curieusement, la même année, donc cette année de 1978, ils ont également concocté une sorte de lettre pour essayer de discréditer l'ONU qui, de son côté, s'apprêtait à lancer une commission d'enquête sur les ovnis. Donc, tu vois, 2 poids, 2 mesures. On est préoccupé par ce qui se passe chez nous, mais on essaie un peu de discréditer l'ONU pour la même question. On retrouve là-dedans des documents... Non, mais des vrais ovnis ou on prétendait avoir des ovnis, des objets volants non identifiés, donc toujours entre guillemets. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, on retrouve des documents qui vont de la fin des années 50 jusqu'au début des années 80, au milieu des années 80. Et en fouillant là-dedans, on s'est aperçu, il y a des gens qui ont constaté, des critiques qui ont constaté qu'il manquait quand même certains documents. Et ces documents-là manquants touchent en particulier une observation particulièrement intéressante qu'on appelle l'histoire de Rendlesham Forest. Donc, on en a déjà parlé à l'émission, mais je fais un peu un récapitulatif là-dessus. Ça se passe en décembre 1980. Donc, on est le 26 décembre 1980. On a une base militaire une base militaire américaine qui se trouve dans l'est de l'Angleterre. C'est la base de Bentwater Woodbridge. Et juste aux côtés de cette base militaire se trouve une forêt, la forêt de Rendlesham, qui jouxte en fait les installations militaires. Donc, ce soir du 26 décembre, vers 3 heures du matin à peu près, des militaires voient des lumières dans la forêt. Donc, on décide d'aller explorer parce que, on est juste aux côtés d'une zone militarisée. Donc, on obtient les autorisations et les MPs, la police militaire, se rendent sur place. Et là, ils vont observer des lumières qui se promènent entre les arbres et, toujours d'après leur récit, bien sûr, ils vont se retrouver à un moment donné, nez à nez, avec une sorte d'objet triangulaire, une sorte de cône, en fait, qui repose sur des béquilles, qui est posé sur le sol. Les militaires vont s'en approcher, ils vont même toucher l'objet et, à un moment donné, cet objet-là, donc, après quelques instants, va s'envoler en laissant des dépressions dans le sol.
Les militaires reviennent à la base, en informent les supérieurs, et puis, l'affaire suit son cours. 2 jours plus tard, le colonel Charles Halt, le lieutenant-colonel Charles Halt, qui est le directeur de la base, se trouve à la base ce soir-là, alors qu'il était absent 2 jours plus tôt, et à nouveau, des lumières sont observées dans la forêt. Alors, on en informe Halt, et là, cette fois-là, Halt veut être aux premières loges, il prend quelques militaires avec lui, et il s'en va dans la forêt. Et là, ils vont observer des lumières qui se promènent entre les arbres, et en particulier une sorte de sphère rouge qui ressemble à un œil. Halt a avec lui un petit magnétophone de poche et il décide d'enregistrer ses commentaires sur le vif. Ce que l'on va entendre, c'est un court extrait, une trentaine de secondes, 20 secondes, de Charles Halt qui, sur place, témoigne de ce qu'il observe. Et on peut sentir dans sa voix cet aspect très curieux. Il est très surpris de ce qu'il observe. On écoute. There's no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears that you may be moving a little bit this way. It's brighter than it has been. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. To the left. Yeah, definitely moving to the left. Two lights. One light to the front, one light to the left. Keep the flashlights off. Weird. Ouais, et voilà. Donc, et là, ce qu'on entend, c'est un lieutenant-colonel de l'armée américaine entouré de ses hommes qui se trouve dans la forêt de Rendlesham. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire-là, on se retrouve en fait sur deux territoires étrangers. Dans un premier temps, on sait que Halt, je le rappelle, on est sur une base militaire américaine. Halt va signer un document et racontant ces événements-là, la bande audio qu'on vient d'entendre, ainsi que des moulages apparemment, des empreintes laissées par l'OVNI sur le sol vont être envoyées au Pentagone. Et l'affaire va tomber finalement un peu dans le silence. On ne sait pas trop ce qui va advenir de ça. On ne sait pas quelles ont été les conclusions des autorités américaines. Mais comme la forêt où les observations ont eu lieu, la forêt de Rendlesham, elle est en zone démilitarisée, elle est donc en sol britannique, évidemment, les Britanniques vont s'intéresser à cette affaire-là. Ils vont envoyer eux aussi des militaires pour enquêter sur cette histoire-là. Et curieusement, dans les documents qui ont été rendus publics la semaine dernière par le gouvernement britannique, on découvre que plusieurs dizaines de documents sont manquants concernant l'affaire de Rendlesham. Ici, on ne parle pas d'une observation de seconde zone, une petite observation de monsieur et madame tout le monde qui voient une petite lumière sautillante dans le ciel. On parle sans aucun doute de la plus importante observation d'OVNI des 30 dernières années en Angleterre et curieusement, c'est dans ce document-là qu'il manque des feuillets. Alors évidemment, lorsqu'on se tourne vers les autorités britanniques, on essaie d'avoir une explication. Alors on nous parle d'une mauvaise gestion des documents, que les documents auraient été égarés ou perdus. Mais évidemment, le fait que les documents manquants touchent particulièrement cette observation, ça paraît difficile à croire qu'on est simplement en question d'une mégarde ou d'un mauvais storage des documents. Alors évidemment, croire qu'il y a conspiration ou qu'on ait voulu censurer des informations très particulières concernant cette observation, évidemment, il y a le trajet est court de la coupe aux lèvres. Et c'est curieux. Mais il n'y a pas d'image de tout ça, là. On n'a que des moulages. Non, jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, tu sais, il existe aux États-Unis un projet qui s'appelle le projet Disclosure. Et depuis quelques années, des personnalités importantes du monde des affaires, du monde de la politique, du monde militaire, font un peu front commun pour forcer les autorités militaires à rendre public leur dossier sur les OVNI. Et le lieutenant Charles Halt, qui était le commandant de la base de Bentwater Woodbridge en 1980, aujourd'hui, il est à sa retraite et il est l'un d'ailleurs des porte-paroles de ce groupe de Disclosure qui font front commun pour forcer les autorités américaines à rendre public. Parce que dans le cas de Bentwater Woodbridge, on ne sait pas ce que les autorités américaines ont conclu concernant cette observation d'OVNI qui reste l'une des plus intéressantes des 30-40 dernières années. C'est amusant parce que j'ai connu un peu la même chose ici au Canada. Je fais une très rapide parenthèse. J'avais réussi à obtenir une autorisation pour avoir accès au dossier. La plus importante observation d'OVNI au Canada s'est produite en 1967 à Falcon Lake, c'est au Manitoba, et c'est un prospecteur qui a vu un objet, un type qui s'appelle Stephen Michalak, qui a vu un objet, il s'est approché de l'objet, a touché l'objet, il a été d'ailleurs blessé par ce contact-là avec l'objet, l'affaire a rebondi en chambre, et lorsque j'ai demandé accès au dossier, en feuilletant le dossier, je découvre, avec un collègue d'ailleurs, Ricardo Melfi, qui m'accompagnait à ce moment-là, qu'il manque une dizaine de pages dans le dossier, et
et pour lesquels on nous donne À aucune ce jour. information. On n'a l'affaire n'a jamais été expliquée et à ce jour, on ne sait pas ce qui est advenu de ces 10 ou 15 pages Et manquantes. le type, il y avait eu quoi comme... Michalak avait touché à l'objet et au moment donné, lorsqu'il avait touché à l'objet, le gant qu'il avait dans sa main, elle lui avait fondu littéralement entre les doigts. La base de l'objet avait tourné et il avait été soufflé par un gaz chaud qui avait mis le feu à ses vêtements. On se reparle de ça la semaine prochaine. Merci Christian Ça m'a Page, fait plaisir. merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir été là. On refait ça demain midi et il n'y a pas l'autre qui suit après cette pause.